va être assis là pour vous servir tous les matins. Madame, monsieur, bonjour, doux réveil, bienvenue à Matin Bonheur. Nous sommes le 3e jour de cette nouvelle semaine, 29 mai donc 2019. On aura à parler d'amour, oui, d'amour de notre thématique famille, amour et adolescence, mode d'emploi pour les parents. Marco, vous êtes déjà passé par là ou quelques années encore? Bonjour. Mon aîné a 13 ans, on D'accord. sait jamais, je croise les doigts pour que... Les études d'abord. Ça va venir. Union, discipline, matin. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est votre émission préférée du matin, Matin Bonheur, avec moi en tant que Alix Kokola et je vous présente... Marcelin Govoy. Au sommaire de cette émission, bien sûr, la famille de mise avec notre docteur Laura, de consultante et surtout spécialiste en famille. Elle va nous parler un peu de ce qui rythme l'attention qu'on doit avoir par rapport à nos enfants lorsqu'ils sont dans l'adolescence. On parle de petits amis, voilà quoi, de copains, d'amis. On va étudier, on revient après tardivement. Qu'est-ce qui se passe? Comment on doit appréhender ces moments-là pour ne pas brusquer, pour ne pas choquer les enfants? Parce que leur conception de l'amour, de la vie de couple passe peut-être par là, n'est-ce pas, ma très chère? Bien évidemment, et étant novice en la matière, c'est à nous, les parents, de les orienter sur le droit chemin et leur donner de bonnes bases. Quoique, l'amour, c'est quelque chose qui doit être vécu au quotidien et nous avons fait notre cheval de bataille pour tous les matins qui nous réunissent et encore avec l'entretien qui va nous occuper sur l'entreprise, comment entreprendre, mais surtout réussir avec la deuxième coach de la journée, coach Lola cette fois-ci. Oui, entreprendre, mais surtout réussir, parce que le but, ce n'est pas seulement de se jeter à l'eau, il faut savoir bien nager. Et même en eau profonde, lorsque surviennent les difficultés, c'est toute la sémantique autour de laquelle va graviter, bien sûr, l'intervention de notre coach Lola, experte, on le redit, de soft skills. Ensuite, nous aurons, ou bien du moins avant, on aura des capsules, des vidéos importantes, notamment sur la fonction rénale, avec une vidéo très explicative. Et puis on nous dira aussi, vous savez que mercredi, on prend soin de vous. On aimerait présenter toutes nos excuses à nos téléspectateurs pour hier, parce qu'on n'a pas pu être en liaison, en connexion avec nos amis de la radio filmée, Isaac Dosso et toute sa team. Cela est indépendant de notre volonté, on n'a pas pu. D'ailleurs, hier, c'était l'anniversaire de Prissy. Prissy, la dégameuse. On lui souhaite un joyeux anniversaire. On avait réservé une surprise pour Prissy, notre assistant qui devait aller lui remettre un cadeau, mais finalement, il n'a pas pu partir parce que ça devait se faire en direct. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est le 29 mai. Régis Kofi est en train de s'installer. Il s'appelle Jacques Brou, c'est lui qui estampille la réalisation de cette émission. Aujourd'hui, il y a des anniversaires, il y a des jours spéciaux. Bien évidemment, et aujourd'hui on démarre par la célébration du nom. Saint Aymar est célébré aujourd'hui, donc coucou à Yves Aymar, bien évidemment, du côté de Fréquence 2, Fréquence Jeune, qui l'incarne parfaitement. Et on a un anniversaire, l'anniversaire d'une communauté, le Conseil de l'Entente à 60 ans, qui comprend les pays dont font partie la Côte d'Ivoire, le Niger, le Burkina Faso, le Togo et le Bénin. Le Bénin. Grand Dahomey, ancien Dahomey, le Bénin. Grand pays d'Afrique de l'Ouest. Beaucoup de cadres. Joyeux anniversaire, oui, je dis, je suis fier. Joyeux anniversaire, le 29 mai 1975, Mélanie Brown, également connue sous le pseudonyme de Mélanie B. Et Mel B est une actrice et chanteuse britannique. Jacques, est-ce qu'on a sa photo? Si on ne l'a pas, on va aller du côté de Stanislas, né Louis Stanislas Renaud à Fontainebleau, chanteur français. On n'a pas aussi. Et si je dis maintenant Latoya Jackson, née Latoya Yvonne Jackson, qui est née dans l'Indiana, est une chanteuse américaine qui, vous le savez, est la sœur aînée de Janet et Michael. Et puis si je dis maintenant là, je suis sûr qu'on aura sa photo, John Fitzgerald Kennedy, 35, voilà, alléluia, 35e président des États-Unis, entré en fonction le 20 janvier 1961 à l'âge de 43 ans. Il est assassiné le 22 novembre 1963 à l'âge de 46 ans. Il est le plus jeune président élu. Il est aussi le plus jeune à mourir en cours de mandat, assassiné moins de 3 ans après son entrée à la Maison-Blanche. On a encore souvenance de la visite d'État mythique du président Félix Houphouët-Boigny à John Kennedy, qui est resté dans les annales, même à la Maison-Blanche, soit dit en passant. Bien évidemment, et on garde aussi en mémoire par la magie des ondes
monde le salut du cercueil de son père par le petit Fitzgerald Junior JJ, 3 ans, qui était déjà au garde à vous devant le cercueil de son père, malheureusement aussi parti juste quelques années après. Il y a toujours des symboles lors des enterrements des personnalités. Pour John Fitzgerald Kennedy, c'était son fils. Pour George Bush Senior, père, c'était son chien qui lui est resté fidèle jusqu'à proche du cercueil même de la tombe. Oui, une vraie leçon de fidélité et de loyauté. 6 heures, lui, il est toujours loyal aussi, Régis, sauf quand il doit donner son avis sur les passages. Sinon, globalement, il est loyal. Voici le flash avec Régis Kofi. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est le rendez-vous de la bonne humeur. De l'actualité nationale, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bonjour à vous, Alix et Marco. Le vice-président Daniel Cablan-Duncan a reçu hier en audience dans ses bureaux au plateau le ministre des Affaires étrangères du Portugal, Augusto Santos Silva, est présent à Abidjan dans le cadre des préparatifs de la prochaine visite officielle en Côte d'Ivoire du président de la République du Portugal du 13 au 14 juin prochain. Le lancement éclaté de la réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine a eu lieu à Abou Sekakwa, village situé dans le département d'Adzopé, région de Lamé. Dans cette région, 108 pompes seront réhabilitées. Sita Soro. C'est très important, voilà, de l'eau potable. Par ce geste, les populations d'Abou Sekakwa, dans la région de Lamé, retrouvent le sourire. La seule pompe hydraulique du village vient d'être réhabilitée. Cette réhabilitation marque le lancement de la restauration des pompes à motricité humaine de la région de Lamé. Ceci dans le cadre du programme social du gouvernement avec la réhabilitation de 21 000 pompes comme instruit par le président de la République, Alassane Ouattara. Peut-on assurer le développement d'une région lorsque la population manque d'eau potable? Assurément non. C'est pourquoi le Conseil régional de Lamé voudrait exprimer la reconnaissance des populations au président de la République qui, en autorisant ce vaste programme social, démontre une fois encore que le bien-être de la population constitue sa priorité. Ce sont au total 108 pompes qui seront réparées et mises en service sur les 272 que compte la région. Quand ces pompes seront réhabilitées, l'eau que nous allons voir ne nous donnera plus de maladies parce qu'il n'y aura plus de bactéries dedans, il n'y aura plus de microbes dans cette eau que nous allons boire parce qu'on aura fait les analyses bactériologiques. Sachons les entretenir. C'est ce que nous vous demandons et c'est pour cette raison qu'il sera mis en place un comité de gestion de ces ouvrages. Ce projet de réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine va coûter 15 milliards de francs CFA et va s'étendre sur 3 ans. Dans le cadre de sa tournée en France, le ministre de la Ville a échangé avec la secrétaire générale du prochain sommet Afrique-France qui se tiendra en juin 2020. Les sujets de cette rencontre internationale s'articuleront autour des villes durables. Les échanges avec le responsable de ce sommet ont porté sur le rôle de la Côte d'Ivoire et surtout des villes ivoiriennes dans la participation du continent africain. La radio-télévision ivoirienne RTI organise la première édition de Abidjan Film Summit. L'événement a pour objectif de créer une plateforme d'échange permettant aux acteurs de l'audiovisuel de participer à la création d'une feuille de route pour la Côte d'Ivoire dans le secteur. Le thème, financement du contenu audiovisuel et cinématographique en Afrique subsaharienne. Quel modèle économique? Serge Coléa nous en parle. Le financement du contenu audiovisuel et cinématographique en Afrique subsaharienne. Quel modèle économique? C'est autour de cette thématique que s'est déroulé Abidjan Film Summit 2019. On s'est rendu compte de la nécessité d'investir dans le secteur en travaillant avec les producteurs privés. On n'avait pas vraiment ces moyens, les guichets ne permettant pas d'avoir tous ces moyens. On s'est dit qu'il fallait mener une réflexion qui permette à du privé de s'associer à l'État, donc le partenariat public-privé, pour permettre à ce secteur de passer à sa phase d'industrialisation. 4 panels ont été organisés au cours de cette plateforme d'échange.
La thématique autour du mécanisme institutionnel d'appui au secteur de la production audiovisuelle et du cinéma a été animée par le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Temoko Touré, le président du Fonds de soutien à l'industrie cinématographique, Diakité Mamidou Koulibaly, et le directeur général de la RTI, Fosseni Dambeli. Pays invité d'honneur de cette plateforme d'échange, le Nigeria. Objectif, s'inspirer du modèle à succès de Nollywood. Au Nigeria, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on n'a pas arrêté de produire. Nos productions sont étendues sur l'Afrique. On n'a pas eu peur et c'est vraiment ce qui fait notre success story. Le gouvernement nous a aidés et ils ont facilité au niveau de l'administration, mais leur aide est vraiment loin de tout ce qu'on a pu avoir, même en termes de financement privé. Il faudrait produire davantage et davantage et d'être audacieux. Abidjan Film Summit est une initiative de la RTI. Cette plateforme vise à mener des réflexions pour le développement d'une véritable industrie de l'audiovisuel et du cinéma sous le tropique. C'est ici que prend fin ce 6h. Je vous donne rendez-vous à 6h30 pour le développement de l'actualité africaine. C'est ici qu'il vous reste 3 minutes. Il est 6h05. Normalement, vous devez aller jusqu'à 10. Il est 5 minutes. Qu'est-ce qu'on en fait? Dites-nous donc. Nous sommes là, nous vous regardons, nous écoutons. On va parler. On va parler de quoi? On va parler. Ouvrez le sujet. Ça, c'est le code. C'est un code amateur. Quand il y a un souci technique comme ça, que les animateurs. Parlez, ça veut dire que vous devez meubler. Et il y a quelqu'un qui... Jacques. Monsieur Jacques, parlez. Voilà, c'est ça. On va parler. Merci beaucoup, Régis. Nous, on va parler. Alors, ben oui, justement. Nous allons parler aujourd'hui de notre tradition. Notre collaborateur, Gaoussou Draman, a cette habitude-là de nous donner des petits biscuits comme ça. C'est comme ça qu'on dit dans le jargon audiovisuel. Les noms baoulés selon les circonstances de la naissance. Eh oui, et on démarre. Allez-y, Alix. On démarre par un enfant né lors d'une course de la mer hors de la maison. Donc, une maman qui part au marché, patatras, son enfant, il arrive au monde. Il s'appelle Atumbré. Ok, un enfant né, la tête tournée vers le sol, ça se dit Aoutou. Et l'enfant jumeau, c'est Nda. Voilà. Nda. L'enfant jumeau, Nda. Nda. Et puis aussi, enfant né à la suite des jumeaux, c'est-à-dire après les jumeaux, c'est Amani. Amani. Comme Eva. Coucou Eva. Et son ancêtre est né après les jumeaux. Ça, c'est sûr. Et on a Alali, qui signifie quiétude. Voilà, c'est un mot baoulé, Alali. Il y a Ngonia, qui signifie désespoir pour conjurer le mauvais sort. Et Atiman, enfant prématuré. Atiman. Pas faire exprès, c'est ça, non? Atiman, enfant prématuré. Et on a Dja, qui signifie le rouquin. Le rouquin. Et puis il y a Gbamlé, rouquin aussi. Rouquin également. Et puis l'albinos, c'est Free. Ah, Gbamlé, ça tire un peu vers le malquin, le malinqué qui veut Gbamlé aussi. Je peux compléter aussi, il y a Nafiassou. Nafiassou, ça veut dire je ne comptais pas sur toi. D'accord. Une grossesse pendant laquelle on n'avait pas d'espoir, on pensait que ça allait tomber comme les précédentes. Là, on est un peu penché, là. Ben oui, on n'a pas l'habitude. Donc, voilà, et pour rajouter, j'ai été bercée à ça, ma maman, Nankokomi Aleph, ne me dérange pas. C'est votre prénom? Non, c'est pas moi, c'est maman qui disait ça. Nankokomi Aleph. Oui, ne me dérangez pas. Donc, mesdames et messieurs, nouveau prénom. Alix Kokola. Nankokomi Aleph. Merci, c'est ça. Allez, il est 6h08 ici. C'est le temps pour nous. Hein. Ils nous ont quittés le 29 mai, Alix. Et malheureusement, ils nous ont quittés un 29 mai. Dennis Hopper, acteur, réalisateur, poète, peintre et photographe américain, connu pour ses rôles et ses débuts aux côtés de James Dean. Il est le réalisateur et acteur d'Easy Rider, symbole culturel de l'Amérique hippie. Vous voyez, et qui reçut le prix de la première œuvre au Festival de Cannes en 1969. Il devint rapidement un film culte. Il est également connu pour ses rôles dans Apocalypse Now et Rusty, James de Francis Ford Coppola. Voilà, c'est l'ami américain aussi de Wim Wenders et de Blue Verlet. Dites tout. Il n'y a pas encore qui reste? Il n'y a pas encore... Si, malheureusement, nous a quittés en 1936, un 17 mai, très précisément.
Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la journée internationale des casques bleus. Oui, la journée internationale des casques bleus. L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé le 29 mai la journée internationale des casques bleus des Nations Unies pour rendre hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont servi dans les opérations de maintien de la paix en raison de leur niveau exceptionnel de professionnalisme, de dévouement et de courage et pour honorer la mémoire de ceux qui ont perdu la vie au service de la paix. Résolution 57-129 du 11 décembre 2002. Elle a invité donc tous les États membres, les organismes des Nations Unies, les organisations non gouvernementales et les particuliers à célébrer la journée comme il convient. Il faut reconnaître que les casques bleus abattent un travail qu'on peut qualifier de bon ou pas bon selon le pays où on se trouve. Ce qui est sûr, c'est que leur mission est très décriée, mais force est de reconnaître que quand même, à part quelques exceptions notables, les casques bleus ont sauvé bien de situations. Mais comme on dit, peut mieux faire. Bien exactement. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Absolument. Alors, il y a une autre journée aussi encore. Il y a une autre journée, on va voir. C'est la journée de la sclérose en plaques. C'est une maladie lancée par l'ONU en 2009. Cette journée est consacrée à une maladie très invalidante, encore méconnue du grand public. Elle est traditionnellement célébrée le dernier mercredi du mois de mai. Donc aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes de par le monde sont atteintes de la sclérose en plaques. Elle touche plus de femmes que d'hommes, avec une proportion de 1,7 par femme pour un homme. Elle se déclenche généralement sur des sujets assez jeunes et on sait que celle qui a vraiment combattu contre cette maladie a réussi à la vaincre, c'est Juliana Bill du côté des États-Unis. C'était un véritable symbole de ténacité, de stoïcité et surtout d'abnégation et ça a vraiment fait en sorte que toute l'attention soit portée sur toutes les personnes qui souffrent bien sûr des affres de cette malicieuse maladie. Il est 6h11, zoom sur l'Union européenne, mesdames et messieurs. Plus de 400 millions d'électeurs, vous le savez, hein, c'est dans l'air du temps, c'est dans la mouvance européenne en ce moment, ont élu leurs représentants au Parlement européen où les grands partis dominants, traditionnellement l'instance européenne, ont subi des pertes importantes. Portrait rapide de l'Union européenne pour les nuls, pour nous qui ne savons pas. Les grands partis dominants, traditionnellement le Parlement européen, ont subi des pertes importantes lors du scrutin dimanche, mais attention, la poussée venue des partis populistes de droite et des eurosceptiques risque d'être entravée par leur division. L'Union européenne est une entité politique et économique composée de 28 États membres. Elle compte 512 millions d'habitants. Le produit intérieur brut de l'UE s'élevait à 15,3 000 milliards d'euros en 2017, ce qui en fait l'un des principaux acteurs commerciaux mondiaux avec les États-Unis et la Chine. À l'origine, un groupe de 6 nations créé en 1957, le bloc européen, dont la devise est « Unis dans la diversité », s'est depuis plusieurs fois élargi. Pour y adhérer, les candidats doivent prouver qu'ils s'engagent à respecter et à promouvoir des valeurs clés comme la démocratie, les droits de la personne et une économie de marché viable. Ils doivent également se conformer à toutes les normes et règles de l'UE. Toute candidature à l'adhésion à l'UE doit être validée par la nation concernée, soit par un vote parlementaire, soit par un référendum national. L'adhésion est effective lorsque toutes les institutions de l'UE et tous les États membres ont donné leur accord. 5 pays sont officiellement candidats à l'Union, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, l'Albanie et la Turquie. La Bosnie-Herzégovine et le Kosovo ont le statut de candidat potentiel. L'Union européenne a un drapeau, 12 étoiles dorées sur fond bleu et un hymne, l'Ode à la joie de Beethoven. Et voilà. Un tour du côté de l'Europe pour se plonger au cœur de cette union qui a élu ses représentants le week-end dernier. Alix, c'est bien beau de montrer un peu tout ce qui comporte les élections de l'Union européenne. Nous, on a besoin d'informations sur l'Union africaine. On veut savoir comment ça marche, franchement, l'Union africaine. Quand il y a un souci en Afrique, la capacité de réaction rapide
de l'Union africaine, quand il y a un refus d'obtempérer ou bien d'accepter des résultats d'élection. Comment le mécanisme, on lance un appel, hein, quelqu'un qui peut nous... À ce propos, l'Union africaine était en mission ici, hein, par rapport à la crise qui secoue l'Assemblée nationale. Malheureusement, je crois que cela a accouché d'une souris. Une souris. Alors, il n'y a pas eu de consensus. Voilà, donc il faut une communication de proximité. Ce n'est pas forcément le journal télévisé, hein, dans des émissions, pour parler un peu du fonctionnement de l'Union africaine. Des institutions africaines. Parce qu'il y a des choses qui se font, mais parfois, faute de communication, ou bien on aime trop être dans l'institutionnel. Il faut venir aussi dans des émissions où vraiment les téléspectateurs sont là, comme à Matin Bonheur, ils prennent des notes. Quand vous les croisez dans la rue, ils vous disent « Ah oui, à tel jour, vous avez reçu tel invité ». Comme ça, on saura. On va tout faire pour avoir un responsable de l'Union africaine, pour savoir comment ça marche, franchement. Du côté d'Addis Abeba. C'est là-bas le siège, non? C'est ça? Très exactement. OK. La suite, Alix, où est-ce qu'on va maintenant? On a Kokoumi, allez? Non. La suite, c'est pour la diététique. On s'occupe de votre corps aujourd'hui et précisément de vos reins. Comment améliorer la fonction rénale? Voici ce que ça donne. Coucou. Comment améliorer la fonction rénale naturellement? Nos reins sont des filtres naturels qui éliminent les déchets nocifs de notre circulation sanguine et équilibrent les fluides de notre corps. Une alimentation saine et équilibrée permet aux reins de bien fonctionner. Il est donc important de bien choisir les boissons et les aliments que nous consommons. La chirurgie n'est pas toujours nécessaire. Parfois, nous avons juste besoin de remèdes naturels. Une alimentation qui comprend beaucoup de fruits et légumes est conseillée pour la bonne santé des reins. Les meilleures options sont le chou, les poivrons rouges, le céleri, le concombre, l'aubergine et les haricots, car ils ont une faible teneur en potassium et contiennent des nutriments qui favorisent le bon fonctionnement des reins. Consommez aussi les haricots verts. Ils donnent la force au corps et stimulent un écoulement régulier d'urine, ce qui favorise l'élimination des toxines du corps. Découpez-les en petits morceaux. Puis faites-les bouillir. Et ajoutez une goutte d'huile, de l'oignon et un tout petit peu de sel pour le goût. Assaisonnez vos légumes et salades avec les herbes fraîches comme les feuilles de menthe, le persil ou encore le citron, l'ail haché, de l'oignon, un peu d'huile d'olive. Diminuez votre consommation en protéines animales comme la viande rouge. Évitez de retarder l'envie d'uriner car les déchets que contiennent l'urine peuvent endommager le rein. Buvez au minimum 10 à 12 verres d'eau par jour pour bien hydrater votre corps et garder des reins solides. Limitez votre consommation de sel. Il augmente la quantité de protéines dans les urines, favorisant les troubles rénaux. L'alcool, la cigarette, la caféine, les infections mal traitées, le manque de sommeil sont aussi des éléments qui favorisent l'insuffisance rénale. Voilà. Un détail, il y a une dent maltraitée, une dent cariée maltraitée peut avoir une incidence sur les reins et aussi sur le cœur. Ça, il ne faut jamais oublier ça aussi. Donc, il y a une dent qui commence à déconner, il faut résoudre le problème de façon... Il faut s'en occuper très rapidement. Radicale, ouais, c'est ça. C'est clair. Alors, la suite, nous avons maintenant, mesdames et messieurs, des images de petit déjeuner, le carême finissant, on peut tolérer maintenant. Sans excuse. C'est quand? C'est le 4, hein? C'est quoi? La semaine prochaine, normalement, on doit célébrer le ramadan. Ah, ils sont pressés comme ça à reprendre l'Aïd el-Fitr, c'est ça, non? Le ramadan, l'Aïd el-Fitr.
C'est ça, l'Aïd el-Fitr, c'est ça? L'Aïd el-Kabir, c'est la Tabaski. C'est la Tabaski. Voilà. Donc, là, nous sommes dans la dernière décade et on est de tout cœur avec vous. Et parlons de religion toujours, demain. À la facilité. Demain également, connexion spirituelle en Côte d'Ivoire, on a... L'Assomption. L'Assomption. Exactement. Assomption, pas l'Ascension. Non, non, l'Assomption. L'Assomption qui est, explication... Je crois que c'est la montée de notre Seigneur au ciel. Voilà, c'est la montée du Seigneur au ciel. La montée de... Du Seigneur. L'Assomption? Oui. Vous êtes sûr? Non, de sa mère. Okay. De sa mère, de sa mère. Mesdames et messieurs, grand moment de solitude pour nous sur ce plateau. De sa mère, c'est corrigé. Nous allons aller maintenant pour les images du petit déjeuner. C'est parti, Jacques Bourou. Ah. Ça parle à M. Régis Kofi, ça? Ah oui. Beaucoup. M. Régis Kofi. Peut-être que c'est une des photos de sa livraison parce qu'il nous a dit qu'il se fait livrer. Maybe. On va vous prendre une photo de Régis en train de manger du placali du côté du RFK aux alentours de 7h30. Comme on le dit là, vous aimez casser les papous, hein, vous. Ah oui, il faut casser les papous. Hein? Oui, il faut casser. Après, c'est lourd. On a autre chose? On a autre chose, Jacou? Ah. Du bon yaourt avec des céréales et du lait. Non, ça, c'est un bon. petit déjeuner reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Rien à voir avec les petits déjeuners de notre collaborateur Gaoussou qui sont reconnus par le Programme alimentaire mondial. Alors, on va... la confiture. Confiture, c'est magnifique. Ça, c'est bon, ça. Ah oui, bien tartiné comme ça. Ça booste, hein. Avec du lait. Et ça, c'est quel genre de pain? Ça doit être de la confiture au raisin, en tout cas un fruit rouge. Et le pain, c'est... Pas raisin, fraise. Hein? Oui, un pain au lait. Avec du lait, pléonastiquement parlant. Quand on voit ce panorama-là, on sait de quel genre de famille, ce genre de petit déjeuner là. Non, mais vous avez trop de préjugés, monsieur. Non, je suis réaliste, ma très chère. On peut se faire plaisir, hein. Jacques, montrons-nous une photo on peut se réaliste. Faire plaisir un jour. Réaliste. Voilà. Il n'y a pas une autre photo? Oui, c'est vrai que ces petits déjeuners-là... Voilà, une autre photo dans un kiosque. Comment c'est ce que je vais dans un kiosque? Et les spaghettis des kiosques, là, on n'a pas les photos? Ah, c'est plus réaliste. Vous voyez, tout le monde a réagi ici tout de suite. Mais quoi qu'il faut varier aussi, hein. Des fois, il faut s'adonner à ce petit déjeuner. Là, c'est chez mon ami Moussa qui habite à Blumago. C'est une fois l'année, mais là, il y a des petits déjeuners bien, quoi. Spaghettis, tout ça, du kiosque. On salue tous les propriétaires de kiosques d'Abidjan. Et les vendeuses de placali très tôt le matin. Ce sont nos collègues du matin. Avec le cloala. Avec le quoi? Le cloala. Ok, le cloala. On n'en démord pas. Avec son polo. Oui, son polo aussi. Comme dit quelqu'un, Alix n'est rien sans son Marco, Marco n'est rien sans son Alix, tout comme le polo n'est rien sans son placali. Proverbe matinal que je viens d'inventer comme ça, à 6h21. Alors, comment prendre correctement ces médicaments? Loin de nous l'idée de vous souhaiter la maladie. Non, nous on souhaite que vous ayez bien, parce que franchement, Dieu nous a fait la grâce de nous porter bien pendant toute cette saison. Dieu merci, pourvu que ça dure, parce que c'est pas évident, on ne le dira jamais assez. Alors, comment prendre correctement ces médicaments? C'est l'élément que nous vous proposons maintenant. Comment prendre correctement ces médicaments? L'effet des médicaments ne dépend pas seulement de la régularité avec laquelle le patient les prend, la manière de les prendre a aussi une influence. Il faut avaler ces médicaments avec au moins un verre d'eau plate et si possible debout. Boire un volume d'eau suffisant pour mieux le digérer. L'eau fraîche, communément appelée eau glacée, entrave le processus de digestion des médicaments et quand le médicament n'est pas digéré correctement, il perd ses effets. Le mélange alcool et médicaments est déconseillé car l'effet du médicament peut être modifié par l'alcool. Lors de prescription d'antibiotiques, il est important de respecter les conseils du médecin. S'il précise de finir la boîte du médicament, il faut absolument le faire, même si vous avez l'impression d'être guéri. Cela évitera le développement de bactéries résistantes. Bien connaître la prise de médicaments. Il est conseillé de respecter les heures de prise de médicaments. Il faut savoir qu'en général, lorsque le médicament doit être pris avant le repas, cela signifie 60 à 30 minutes avant le repas. Après le repas signifie prendre le médicament 30 à 60 minutes après le repas. Une prise pendant le repas signifie de prendre le médicament 5 minutes après avoir commencé à manger.
Une prise à jeun signifie qu'il faut prendre le médicament soit 1 heure avant le repas ou 2 heures après. Indépendamment du repas signifie que le médicament peut être pris à n'importe quel moment, avant, pendant ou après le repas. Si vous êtes enceinte, demandez toujours conseil à un spécialiste. En cas d'allergie à un médicament, parlez-en au docteur, il pourra substituer le remède par un autre tout aussi efficace. Il est fortement conseillé de bien conserver ces médicaments au frais et au sec. Les sirops ne doivent en général pas être conservés au-delà de la date d'expiration. Veuillez respecter la date d'expiration des médicaments. Attention. Eh oui, nous sommes de retour. Beaucoup d'informations utiles dans cette capsule. Avec les écritures des médecins, c'est bien d'avoir ces informations-là, Alix. C'est clair, parce qu'après, on se dit, hein, la première année, l'étudiant a réussi encore à lire ce qu'il écrit, mais bon, jusqu'en fin de formation, c'est pas sûr de voir l'écriture des médecins et autres pharmaciens. Comme ça, je prends le numéro du médecin et puis j'appelle. Vous avez un privilège, votre écriture, là, franchement. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ah non, il faut avoir le numéro. Quoi. Il faut tu arrives en pharmacie et puis tu demandes juste aux pharmaciens de lire, parce que bon, je crois qu'ils se comprennent entre eux. Oui. Et puis ils arrivent à lire. Hein. Oui. Ils arrivent à décrypter. On a l'impression que c'est du morse. Ils effleurent le stylo sur l'ordonnance. On va faire une exposition spéciale d'écriture des personnes du domaine médical. J'imagine les lettres d'amour des médecins. Ça fait comment? On passe ça à la loupe comme ça. Chérie, je t'aime. Je ne pense pas qu'elle ait le contenu. Non, mais là-bas, ils écrivent normalement. Ah, donc ils font exprès? Oui, ces messieurs et dames? Non, on les salue, on les salue. On salue tous ces soldats également de la nuit, du matin, les médecins, tout court, les médecins urgentistes, tous ceux qui travaillent dans le domaine médical. Dieu seul sait le sacerdoce qui est le leur. Et vraiment, on leur tire notre chapeau spécial dédicace à Dr Kwasi et Dr Savadogo, qu'on salue précieusement. Alors, ma très chère, où est-ce qu'on va maintenant? On va donner 2-3 informations. Malheureusement, ils nous ont encore quittés. Hein. C'était une dame, 1982, 29 mai, Romy Schneider. On l'a connue dans... Icône mythique du cinéma. Oui, on l'a connue dans son rôle de princesse Sissi. Avec Alain Delon aussi, plusieurs... Il y a une idylle, hein, entre eux. Oui. Plusieurs rebondissements entre Romy Schneider et Alain Delon. Parti un peu trop tôt. Hein. Oui, parti un peu trop tôt. Grande dame. Tout ce qui est chagrin d'amour et autres, à l'instar de Dalida. Personnage totémique du cinéma, tant national qu'international, plusieurs fois au Festival de Cannes. J'ai réussi à avoir des invitations pour nous au Festival de Cannes l'année prochaine. Ah, mais c'est super, on va y aller. Oui. On va tirer au sort qui va aller. Non. C'est moi qui vais tirer au sort. C'est sûr que c'est pipé déjà. Non, c'est pas pipé. Vous savez que si c'est moi qui tire au sort, je vous laisse partir. Mais pourquoi tirer au sort? Vous me laissez partir peut et puis c'est tout. Il faut quelqu'un sur place. Donc vous désignez que je parte et puis c'est tout. Alors, mesdames et messieurs, officiellement, je désigne Gaoussou qui va nous représenter. C'est sûr qu'on n'aura rien pour Gaoussou, ce sera au festival de Caen. Et Alix, ce sera au festival de Cannes. Et puis moi, j'irai au carnaval de Rio. Parce qu'il y a un partenariat avec la RTI. Ah bon, hein? Donc vous devez choisir entre Rio et Cannes. Vous choisissez quoi? Cannes, oui. Merci. Le glamour y est payant là-bas. Allez, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être avec vous tous les jours. Hein. Demain, nous aurons le thème santé. Attention, la dengue. Ça devient de plus en plus sérieux. Vous avez remarqué que nous avons reçu 2 fois le docteur Fofana. Et il faut faire attention, il faut suivre vraiment tous les conseils dictés lors de ces passages, parce qu'il y a des gîtes larvaires un peu partout, notamment un Cocody. Le nombre de personnes contaminées augmente, ça fait peur. Je ne sais pas si on doit déclencher, comment on appelle ça? Une alerte? Une alerte, mais c'est un peu chaud, quoi. Il faut faire attention. Et puis on espère que toutes les précautions seront prises au niveau global, hein, pour que cela puisse reculer et faciliter la tâche aux médecins. 6h28, est-ce qu'on peut aller maintenant au journal? C'est parti.
Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps généralement nuageux sera observé au sud du pays avec des pluies localisées tôt le matin. Ailleurs, le temps sera généralement nuageux et progressivement ensoleillé. Pour les variables de la matinée, 25 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 24 à Bondoukou, 25 à Boaké, pareil pour Daloa, 26 degrés à Dimbokro, 25 à Gagnoa, 24 à Korogo, 25 degrés à Mont, 24 à Odiné, une série de 25 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabou, et enfin 26 degrés à Yamoussoukro. Le début d'après-midi sera relativement ensoleillé dans les régions allant du nord à la bande centrale. Mais en fin de période, on observera des cellules orageuses accompagnées d'averses de pluie qui toucheront les régions du nord-est et de l'est. Ces cellules isolées apporteront localement des orages et des averses de pluie à l'ouest et au nord-ouest. Au sud, on observera des averses de pluie localisées en fin de période. Pour les variables de l'après-midi, 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 34 degrés à Bondoukou, 32 à Boaké et à Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 32 à Gagnoa, 33 à Korogo, 32 degrés à Mont, 34 degrés à Odiné, 30 degrés à San Pedro et Sassandra, 29 degrés à Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de votre attention. Très belle journée à toutes et à tous. Madame, Monsieur, ce point d'information est consacré à l'Afrique. Merci de nous suivre. En République démocratique du Congo, l'Église catholique et un collectif d'églises protestantes ont lancé hier une pétition pour réclamer la tenue d'élections locales en RDC, un scrutin sans cesse reporté depuis 2006. Ces élections avaient finalement été prévues en mars dernier et après un nouveau report, aucune date n'a été fixée pour leur organisation. Le président sénégalais Macky Sall a appelé hier à Dakar à une gouvernance concertée. C'était lors de l'ouverture d'un dialogue national dont il s'est engagé à mettre en œuvre les décisions, mais qui est boycotté par une partie de l'opposition. Au Soudan, des travailleurs manifestent dans la capitale Khartoum à la suite d'une grève générale. Objectif, faire pression sur l'armée afin de confier le pouvoir à une administration civile. En Gambie, 7 militaires ont écopé de 9 ans de prison et un autre a été condamné à 3 ans pour trahison et mutinerie. Sur les 12 militaires qui ont comparu devant la cour martiale, 4 ont été acquittés. Les peines mettent fin à une procédure enclenchée depuis 2017 lorsque 12 soldats ont été arrêtés et inculpés pour leur participation présumée à un complot visant à renverser le gouvernement. Au Malawi, le chef de l'État, Peter Mutharika, a prêté serment hier à blottir après sa réélection à la présidentielle du 21 mai avec moins de 160 000 voix d'avance sur son principal rival, Lazarus Chakwera. Le président appelle les perdants à accepter les scrutins, les résultats du scrutin entachés de fraude d'après l'opposition. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h. Merci beaucoup à vous, très cher Régis Kofi. Alors, Alix et moi, on vous présente nos excuses. Demain, c'est l'ascension. L'ascension. La montée de Jésus-Christ. Et non l'assomption. Demain, c'est l'ascension. Merci à tous nos qui intervient 40 jours juste après la Pâque. La Pâque, absolument. Nous, on va monter maintenant en hauteur dans ce conducteur avec, bien sûr, notre consultante de soft skills, c'est Lola. Oui. Hi, Lola.
Hi, Marco. How are you? Fine, what about you? I'm doing very well. Okay, let's go today. On peut revenir dans notre nation assez francophone. Voilà, pour partager qu'on est parti vers l'école. avec tout le monde, le plus grand public. En version baoulé, Laura, allez-y. Ah, là, c'est compliqué. Ah non, c'est pas normal. Ça, parce non, que moi, Nguessa n'est pas baoulé. Ah bon? Non, non, du tout. C'est où? À l'Adjan. Ah d'accord. Voilà, mais ne me demandez même comment pas on dit de... bonjour Voilà, en justement, n'allons pas là-bas non plus. Mais ça aussi, c'est du soft skills. C'est du soft skills en version à l'Adjan. Allez, exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de choses et d'autres, comme toujours avec vous. On va parler d'entreprendre, mais pas seulement. Là, on passe à un autre niveau. On doit entreprendre pour réussir. Exactement. Entreprendre, mais surtout entreprendre pour réussir. Parce que trop souvent, on se dit, les procédures pour créer son entreprise ont été allégées, simplifiées dans notre pays. Donc, ça y est, je me lance, j'y vais en 48 heures, j'ai mon registre de commerce, etc. Je peux commencer à travailler, créer mon entreprise, etc. Et très souvent, ce qui se passe, les gens se disent que d'avoir, on va dire, une boutique, un magasin, des bureaux, ça veut dire entreprendre. Embaucher, recruter, avoir des personnes tous les jours qui s'asseyent dans le local, ça veut dire entreprendre. Pas du tout. Entreprendre pour réussir, alors tout va dépendre de ce que l'individu va appeler réussite. Et ça va varier d'une personne à une autre, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensemble, on peut s'accorder sur ce que n'est pas la réussite. Ce que n'est pas la réussite, c'est fermer son entreprise après, par exemple, 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Ce qui n'est pas réussir, c'est par exemple ne pas pouvoir vivre de cette entreprise, c'est-à-dire galérer et être obligé de demander de l'argent à gauche, à droite pour pouvoir vivre, manger, s'occuper de sa famille. Ça, ce n'est pas la réussite. On est d'accord avec cela. Et au-delà de ça, également, ce qui n'est pas la réussite, c'est de stagner. Donc, tout le monde, en créant son entreprise, a justement cette envie de grandir, de progresser, de développer ses revenus. Donc, au moins, on peut s'accorder sur ça. Après, on peut choisir de rester sur une niche, donc c'est-à-dire sur un petit secteur, et puis avoir sa petite entreprise. C'est son choix, c'est le choix de l'individu. Il n'y a pas de souci. Mais il faut véritablement se lancer dans l'entrepreneuriat pour grandir, pour développer des revenus, pourquoi pas créer de l'emploi, etc. Être une véritable valeur ajoutée pour soi-même, pour sa famille, pour son pays, etc. Donc déjà, on est d'accord sur ce volet-là. Comment est-ce que ça va se faire? J'aimerais donner 3 grandes phases. La première des phases, ça va véritablement être la question, et du moins la réponse au pourquoi. Pourquoi je veux entreprendre? Pourquoi je veux entreprendre? J'insiste encore dessus. Pourquoi je me lance? Parce que le pourquoi va déterminer la résistance. Le pourquoi va amener l'individu à pouvoir se lever même quand c'est dur. Le pourquoi va amener l'individu également à résister, on va dire, aux difficultés, à la concurrence, aux aléas de l'économie, au départ de certains employés stratégiques, etc. Le pourquoi, c'est ce qui t'amène à te lever à 4 heures du matin et affronter les challenges de ton activité. Le pourquoi. Donc, pour réussir, déjà, il faut avoir un pourquoi suffisamment solide qui va résister aux intempéries de l'entrepreneuriat. Donc, une personne qui se lance et qui ne s'est jamais posé la question du pourquoi, aujourd'hui, je t'invite à le faire. Il faut pouvoir répondre de manière explicite à ce pourquoi. Si on te croise dans la ville, tu dis « je veux entreprendre » et on te demande pourquoi tu veux entreprendre, il faut que tu aies une réponse. Et il faut surtout que ce soit une vision qui ne tienne pas dans ta poche. Donc, tout ce que tu peux faire aujourd'hui, dont tu as les ressources, les moyens, on va dire, tous les éléments sont rassemblés pour que tu puisses réaliser cette réponse-là, ce n'est pas un bon pourquoi. Le pourquoi n'est pas assez solide. Le pourquoi ne doit pas tenir dans ta main. Le pourquoi doit être quelque chose que tu n'as pas encore fait, que tu n'as jamais fait, que les gens n'ont jamais vu. Ton pourquoi, c'est par exemple, au moment où le moteur de recherche Google a été créé, par exemple, on va dire les personnes derrière le projet se disaient, nous, on veut créer un moteur de recherche qui va permettre d'accéder à l'information mondiale en un clic. C'était ce qu'ils voulaient. Quand vous tapez sur un mot lambda sur Google, vous avez des milliards de réponses. Vous avez, c'est-à-dire que plus personne ne doute
de la capacité à ce moteur de recherche de te fournir l'information, de nous fournir l'information. Ils y sont parvenus. Ils y sont parvenus. Au moment où ils lançaient, ils n'avaient certainement pas développé tous les aspects pour pouvoir accéder à l'information mondiale. Mais c'est ce qui a permis à tous les développeurs, à toutes les personnes qui ont travaillé dans la machine de se lever le matin et de se motiver parce que c'était un challenge. Commencez avec votre pourquoi, commencez avec un challenge que vous vous lancez et développez votre projet d'entreprise. La deuxième question qu'il faut absolument se poser, c'est vraiment le comment. Le comment. Le comment, c'est quoi? C'est la stratégie intégrale de votre projet d'entreprise. Donc, ça va déjà commencer par votre expertise. Donc, comment je réalise le pourquoi? Comment je réussis à atteindre cette vision? Et c'est là qu'on va souvent demander à l'individu de développer son business plan. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la polémique parce qu'il y a deux courants. Il y a des gens qui te disent on peut entreprendre son business plan. Il y a des personnes qui vous disent que vous ne pouvez pas entreprendre sans avoir un business plan. Quel que soit le bord, le camp, business plan ou pas business plan, allez, vous devez... mouillez-vous, Laura, c'est trop facile. Vous êtes de quel côté? En tout cas, pour une personne qui a envie de développer son activité au-delà de son pays, au niveau international, qui veut faire des levées de fonds, etc., vous avez besoin d'un business plan. Après, si vous voulez faire une petite activité perdue dans un petit village, c'est clair que le business plan n'est pas utile et nécessaire. Pourquoi? On décèle là votre partie. Hein. Non, voilà, exactement. On m'a demandé de choisir mon camp. Pourquoi dans un village, on n'a pas besoin de Alors, parce que généralement, le business plan, il est obligatoire lorsqu'on cherche des investisseurs. Il y a des paysans malaisiens avec une coopérative qui ont réussi à avoir une banque et un hélicoptère. Oui, non, mais totalement. Donc, ça a commencé dans un village? Ça peut commencer dans un village, mais si votre objectif n'est pas forcément de sortir du village, vous n'êtes pas obligé de... Est-ce que l'objectif ne peut pas augmenter au fur et à mesure? Oui, au fur et à mesure, totalement. Donc, à un moment donné, lorsque vous avez envie de vous développer, même pas forcément à l'international, mais justement attirer des investisseurs, là, vous avez obligation de faire un business plan. En fait, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que le business plan est obligatoire à un moment donné. Et là, ce n'est plus une question de courant de pensée, c'est une question d'obligation pour être conforme aux exigences des banques. Vision évolutive. Exactement, des banques, des investisseurs, etc. Vous ne pourrez pas, par exemple, participer à des compétitions nationales, internationales sans avoir un business plan. Donc, quand on dit vous n'avez pas besoin d'un business plan pour commencer, c'est vrai dans un certain cas, mais après, si vous voulez avoir accès à certains financements, vous êtes obligé d'avoir un business plan. Donc, je veux vendre mon garba choco dans mon quartier, j'ai mes petits sous, j'ai besoin de personne, je vais demander de l'argent à personne, je n'ai pas besoin d'investisseurs. Même mon tonton, même, je ne vais pas lui poser de questions, je ne vais pas lui demander d'argent, je n'ai pas forcément besoin de faire le business plan tant que la stratégie est mise en place. Parce que c'est justement ce que je veux dire. Dans le deuxième point, au niveau stratégie, ce qu'on fait au niveau de la stratégie, le comment, c'est réellement ce qu'on va mettre dans son business plan. C'est toutes les stratégies, tout ce qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre cette vision. Et donc, au niveau de ce comment, nous avons déjà comment je vais le faire. Donc, déjà, quelles sont mes compétences? Quelle est mon expertise? Donc, très souvent, les gens se lancent dans des secteurs dont ils n'ont aucune compétence, aucune expertise. Ou bien par mimétisme. Exactement. Et ils vont dépendre à 100%, on va dire même à 2000% sur des personnes, on va dire, qu'ils ne peuvent contrôler, maîtriser, etc. Et ils s'étonnent qu'en cours de route, telle personne m'a lâché, telle personne m'a lâché, je n'avais pas l'expertise moi-même. Donc, il faut mettre en place un modèle qui nécessite, qui nécessite des compétences extérieures, mais également soi-même, on doit avoir une certaine, on va dire, valeur ajoutée pour le business. Parce que, je me permets de vous arrêter, oui, bien sûr. Alix a ouvert son restaurant, elle a Ruby-sur-On, Pignon-sur-Rue, et forcément, puisque Alix l'a fait, Marco veut faire aussi, ou bien X veut faire. C'est-à-dire le mimétisme, c'est l'une des plaies de l'entrepreneuriat. Exactement. Et le mimétisme, c'est quoi? C'est juste copier ce que le voisin fait en se disant que le voisin... Ça marche bien. Voilà, ça marche. Donc, et c'est forcément une opportunité à saisir tout de suite, se lancer. Mais ce qui fait que Alix a lancé son business et que ça marche, c'est que peut-être Alix est vraiment une cuisinière extraordinaire. Elle a pensé le truc depuis longtemps. Voilà, elle a un petit assaisonnement qui fait que son poisson, on viendra l'acheter du pôle Nord, je dis ça comme ça, mais je veux dire, il faut vraiment avoir une particularité, se positionner sur un créneau qui va vous distinguer on va dire, de la masse
masse, c'est du marché, de ce qui se fait, dans la zone où vous êtes. Donc, il faut vraiment s'assurer que j'ai une certaine valeur ajoutée, il y a une certaine expertise, il y a une certaine compétence. J'apporte quelque chose de nouveau. Totalement, j'apporte quelque chose de nouveau. Et il faut pouvoir clairement expliquer son activité. Donc, comme je dis, le comment, déjà, on va commencer avec les compétences et l'expertise. Ensuite, on va détailler l'activité en elle-même. Parce que très souvent, par exemple, Alix va se dire, je veux vendre, je ne sais pas, du garba à choco. Et puis, elle va dire, je vends du garba à choco, mais elle se dit, bon, je vends. C'est qu'est-ce que je vends? Je vends pour vendre. Voilà, je vends. J'ai payé à checker, je vends. Mais la personne ne s'est pas assise et détailler ses activités. Non, il faut comprendre que, par exemple, dans une activité comme, de restauration, comme, par exemple, garba choco, on va commencer au départ avec quoi? Avec l'achat de la matière première. La matière première, ça veut dire quoi? Il faut identifier les fournisseurs. Il ne faut pas juste dire, je vends. Je vais payer la checker chez la dame qui est assise juste à côté, qui a un checker qui est hors de prix, plutôt que d'aller l'acheter chez des grossistes et minimiser mes coûts en faisant on va dire ce plan en action. Donc déjà, il faut penser à l'achat de la matière première, les intrants du business. Ensuite, vous allez devoir passer à la phase de production, donc dans la restauration, c'est-à-dire préparer. Donc préparer, il faut se demander, je prépare quoi, quand, comment est-ce que je produis le meilleur garba choco de toute la capitale ivoirienne. Après, il faut chercher à vendre. Donc on ne commence pas à dire je vends garba choco. Non, j'achète des produits, une matière première fiable, de qualité à bon prix. Je transforme cela en m'assurant que le client sera satisfait derrière. Et puis après, je cherche à vendre, à distribuer le produit. Et bien sûr, un aspect que les gens oublient souvent, c'est la gestion du stock. Combien j'achète pour d'achèques que je vais stocker, ou bien j'achète quotidiennement, comment est-ce que je mets cela en place? Donc, vous devez lister vos grandes activités. Et à chaque grande catégorie d'activités, vous allez lister également des sous-activités. Et c'est à partir de cet élément-là que vous allez réussir à déterminer vos besoins, on va dire en ressources humaines, en ressources matérielles et en ressources financières. Ce n'est pas dans l'autre sens. Il faut pouvoir avoir d'abord une vision, voir quelles sont vos compétences, définir vos activités, ensuite vos sous-activités et pour chaque sous-activité, définir en ressources matérielles, j'ai besoin de quoi? À la partie de la production, si je fais du garba choco, il me faut une grosse poêle, il me faut ceci, il me faut cela. Donc, on sait ce qu'il faut acquérir. Après, il faut se demander également en ressources humaines, est-ce que je peux faire toute la chaîne de production ou est-ce que je dois me faire aider? Donc, beaucoup de personnes commencent une activité en disant, je vais avoir 2 assistantes, je vais avoir 3 chauffeurs, je vais avoir 5 comptables, etc. Non, c'est le détail que vous allez réaliser sur vos activités qui va définir les ressources humaines nécessaires et également les besoins financiers. Lorsque vous avez défini vos activités, vous passez maintenant à la phase de commercialisation. La commercialisation, c'est je vends à qui? Je vends à qui, c'est surtout se demander qui sont vos clients. Qui sont vos clients, comment est-ce qu'ils se comportent, à quel moment ils achètent ce plat, etc. Donc, il y a toute cette stratégie à vraiment mettre en place pour penser une entreprise qui va réussir. En tout cas, c'est méthodique. Hein? C'est méthodique, c'est méthodique. C'est méthodique et c'est vraiment les grandes lignes à ne pas oublier et terminer toujours par un niveau de gestion financière impeccable. Ne pas confondre, on va dire, les finances de l'entreprise et les finances personnelles. C'est très facile de le faire lorsqu'on est entrepreneur individuel. On a créé soi-même son entreprise. On travaille, on va dire, seul. Donc, l'argent qui rentre automatiquement dans la poche de l'individu, il dépense l'argent, il prend l'argent, il se dit qu'il va remettre cet argent-là en place tout de suite, mais non, ça crée des problèmes. Il faut arriver à faire dissocier du moins ces 2 revenus-là, ce qui m'appartient, ce qui appartient à l'entreprise, pour ne pas se retrouver avec des problèmes de trésorerie à un moment donné. C'est l'image de la femme qui vend de la loco et qui reprend l'argent dans la caisse pour aller faire une course, alors qu'il faut dissocier. Il faut dissocier, il faut avoir cette rigueur-là. Il faut pouvoir se dire que j'ai mis l'argent, j'ai mis tel montant dans l'entreprise, voilà ce que ça me rapporte aujourd'hui, voilà combien je me paie. Et pour pouvoir faire ça, il faut clairement se définir un salaire. Ne pas utiliser ce qui va arriver, tout ce qui va rentrer, la recette, parce que la recette n'est pas un bénéfice. Vous avez vendu cet aloco, ce garba, etc. Vous avez fait une recette quotidienne de, je ne sais pas, 40 000 francs. Ces 40 000 francs, ce n'est pas votre revenu. Parce que c'est pour ça que je dis à chaque fois, il faut penser à l'après, donc la gestion du stock. Il faut pouvoir réacheter
tester votre matière première de départ, la checker, le poisson, l'huile, etc. Donc, il faut pouvoir dissocier cela. Donc, pour un entrepreneur, c'est capital de penser à sa formation. C'est vrai, on peut commencer au départ petit, mais il faut voir grand, mais surtout investir sur soi, se former et s'assurer qu'on met tout en œuvre pour pouvoir, on va dire, combler ses lacunes. Absolument, c'est très, très, très important. Alors, je rappelle, mesdames et messieurs, que vous pouvez vous envoyer des questions. Le coach aura encore quelques minutes à nous consacrer et surtout à répondre à entreprendre, mais surtout réussir. Pourquoi j'entreprends? Comment j'entreprends? Qu'est-ce que je mets dedans? Et puis, dans le comment, c'est la résistance. C'est le comment que vous décidez, le pourquoi qui conditionne votre résistance. C'est grâce au pourquoi, demain, quand il y aura des tempêtes, entre guillemets, vous saurez vraiment naviguer et résister et être vraiment en eau profonde sans difficulté, n'est-ce pas? Exactement. Alors, coach, ça ressemblerait à quoi un entrepreneur qui a réussi? Tout le parcours, hein, depuis tout le parcours, ça commence avec une personne qui a plein de rêves, qui à un moment donné se dit « j'ai fait la mauvaise décision de me lancer, j'ai envie de tout arrêter », mais qui résiste et qui est toujours prêt à repenser le projet, qui accepte la critique et qui met le client au devant. Donc le client, c'est la raison d'être de l'entrepreneur, celui qui va acheter le service ou le produit, ça va véritablement être la raison d'être et la motivation. Qu'est-ce qu'on n'apprend pas à l'école? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas dans le coaching? Qu'est-ce qu'on n'apprend pas mais qui est déterminant dans l'entreprise? Il y a quelque chose, parce que tout ce que vous dites là, il y en a qui mettent ça à bon escient, qui l'utilisent, mais qui n'y arrivent pas du tout, qui pataugent encore. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Il doit y avoir ce supplément d'âme, ce petit truc, je ne sais quoi, qui peut... Des prédispositions peut-être aussi. Alors, c'est clair qu'il y a une ADN pour les entrepreneurs. C'est ce qu'on a vu la dernière fois en parlant des prédispositions pour entreprendre. Une personne qui n'a pas peur du risque, qui n'a pas peur de l'échec, une personne qui est déterminée, une personne qui est curieuse, etc. Donc ça, ce sont les prédispositions. Mais comme dit Marco, il y a de fortes chances que l'individu, lorsqu'il va se lancer, il va mettre tout en place, il va se faire coacher, il va avoir les bons réflexes, il va avoir la bonne organisation, le pourquoi, le comment, sa stratégie, une bonne gestion, etc. Mais il n'y arrive pas. Très souvent, il faut se poser la question, est-ce que le produit ou le service proposé est le bon? Donc, il faut toujours se demander le bon produit au bon moment. Quand on prend par exemple le e-commerce en Côte d'Ivoire, il aurait été créé il y a 15 ans, 20 ans, l'individu aurait pu faire tout ce qu'il voulait pour lancer son service en ligne de vente, je ne sais pas, de chaussures, ça n'aurait pas marché. Parce qu'il faut également prendre en fait la maturité de son marché. Il faut prendre cette maturité du marché, il faut pouvoir identifier un besoin qui n'a pas été adressé ou un besoin qui a été mal adressé. Donc tout ça va être déterminant. Il peut avoir toutes les étapes cochées, mais en réalité derrière, déjà le produit était bancal, le service était bancal, ne répondait pas véritablement à un besoin et il n'y avait en face pas véritablement de demande. Donc quand il n'y a pas de demande, lorsque la taille du marché est petite, c'est vraiment difficile de pouvoir percer et réussir. Vous avez parlé de quelque chose de très important, la taille du marché. Est-ce à dire qu'entreprendre doit forcément rimer avec innovation, quelque chose d'inédit? Alors, de préférence, oui. C'est-à-dire que pour pouvoir, on va dire, dominer la concurrence, il faut s'assurer de venir avec une proposition qui ajoute de la valeur pour le client. C'est-à-dire que pas forcément l'innovation révolutionnaire qui va dire vous allez apprendre à marcher avec la tête. Non, pas forcément juste ça. Un peu plus de rigueur. Exactement. Il faut pousser la réflexion un peu plus loin que ce que les concurrents actuels font. Parce qu'il faut que l'individu, lorsqu'il voit votre service, il dit « Ah, tiens, c'est vrai, j'utilisais ce produit-là, mais je découvre qu'aujourd'hui, je peux l'utiliser un peu plus ou différemment et apporter peut-être un peu plus de bien-être à mon quotidien. » Je prends un exemple concret dans le restaurant d'Alix, puisque c'est notre restaurant, c'est notre affaire récurrente par rapport à ce thème. Je sais préparer, c'est bien. Je prépare bien, c'est doux, tout ça, c'est comestible. La concurrence à côté prépare aussi bien. Mais la concurrence livre. OK, vous venez, moi je vais livrer, et non seulement je vais livrer, et je vais proposer un emploi du temps de menu. Voilà, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Exactement. C'est-à-dire que la livraison va être un service qui va permettre à toutes ces personnes qui ne peuvent pas se déplacer de pouvoir consommer vos produits, on va dire, à distance. Ou encore, ça peut être les heures d'ouverture.
Ça peut être les heures d'ouverture. Peut-être le magasin, le restaurant d'à côté ouvre à partir de 11h mais ferme à 20h30 et vous vous dites on est ouvert jusqu'à minuit. Donc là, vous cherchez à toucher on va dire une cible de travailleurs qui travaillent et qui rentrent tardivement à la maison. Peut-être le jeune célibataire qui n'a personne à la maison pour lui faire à manger et qui, au passage, en rentrant, va s'arrêter et acheter à manger chez vous. Donc, il faut toujours chercher à répondre à un besoin ou à mieux servir une clientèle qui est on va dire, pas pris en compte. Voilà, donc généralement, c'est cela. C'est très important. De tout compte fait, il faut bien observer. Il ne faut pas se lancer pour se lancer. C'est pour ça qu'on dit entreprendre pour réussir. Parce que le but, c'est de réussir. Et le passage de la fidélisation des clients, c'est très important également. Oui, totalement. Et ça, c'est souvent un aspect, merci beaucoup Alix, qui est très souvent oublié. C'est-à-dire que le client est roi. Le client doit être au centre de toutes les décisions, de toutes les actions, de toutes les pensées, la réflexion de l'entrepreneur. Le client. Moi, j'aime bien parler de la passion du client. Un client insatisfait, ce n'est pas juste une personne, mais c'est également des références qu'on perd automatiquement. C'est-à-dire que cette personne-là ne dira jamais aller manger chez Alix. Quand on sait la puissance du bouche à oreille. Exactement. Et surtout dans un monde connecté où la moindre erreur faite dans la vie réelle est sanctionnée dans le virtuel, vous êtes capable de vous retrouver avec une armée de personnes qui combattent votre activité. Donc il faut vous assurer que le client est chouchouté, qu'on prend en compte les feedbacks du client, qu'on s'assure que le client va revenir avec plaisir vers votre produit ou votre service. Dit comme ça, on a l'impression que c'est la dictature du client. Mais non, le client, il a beau être exigeant, tout ça, mais le client comprend, c'est le client, c'est vrai, c'est le client roi, mais le roi respecte ses sujets aussi. Le client va savoir, même quand vous faites des efforts, même quand il n'est pas totalement satisfait, le fait que vous avez fait des efforts, de la manière. Exactement. Voilà. Le service après-vente. Le service après-vente. Après, pendant vente même. Pendant et après-vente. Mais c'est également, par exemple, lorsque vous allez dans un restaurant et que, par exemple, en cuisine, on s'est trompé sur le plat a été servi. Lorsqu'on signale au serveur, bon, c'est pas ce que j'ai commandé, hein, changez-moi ce plat, il ne faudrait pas que le serveur dise c'est sorti, tu manges, moi je ne peux rien faire, on ne peut pas retourner. Parce que l'idée c'est quoi? C'est de se dire que le client va payer pour un service, il va payer pour un produit. Il faut qu'à la fin de la journée, ce qui va sortir de sa poche en termes de paiement soit en fait véritablement à la hauteur de ce qu'il a payé, ce qu'il a acheté, ce qu'il a recherché. Il ne faut pas dire au client ce que tu as payé, il faut partir. Ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il faut toujours essayer de comprendre le besoin du client et se dire ok, je comprends, ou même des fois faire des promotions ou se dire c'est pas ce que je fais d'habitude, mais juste pour fidéliser, je vais accepter de le faire comme ça aujourd'hui, mais sachez que dorénavant ou la prochaine fois, on ne le fera pas comme ça. C'est vrai. On peut se tromper, hein, mais des excuses bien formulées et peut-être un petit cadeau, ça réussit à faire oublier l'incident. La fidélisation du client est déterminante. Et souvent, on l'oublie. On se dit, on se bat en cuisine, on se bat à acheter le meilleur à checker, on se bat à ouvrir tôt, on se bat à faire tout ça, mais à la fin, le client n'est pas satisfait. Merci beaucoup à vous, coach Lola, experte en soft skills. C'est toujours un plaisir de s'abreuver à la source de votre savoir inépuisable. Merci en tout cas à vous aussi. Vous avez pris des notes, hein, vous nous envoyez toutes les questions à son prochain passage. Elle se fera le plaisir de vous répondre. Dans quelques instants, on aura le dernier flash de Régis Kofi. Ce sera le flash Afrique. Je rappelle que Jacques Brou est flash inter. Le flash Afrique, c'était tout à l'heure. Avant le flash Afrique, il y avait bien sûr le flash local, Afrique Inter. C'est maintenant avec M. Régis qui va faire combien de minutes? 10 minutes, parce que là, c'est fourni. C'est programmé 5 minutes. L'actualité internationale à présent. Bienvenue, merci de nous rejoindre. En France, première étape réussie pour la majorité. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture hier le projet de loi sur la fonction publique qui apporte, selon le gouvernement, les souplesses nécessaires au secteur, mais qui est critiqué par les oppositions de droite comme de gauche. Le texte a été voté par 351 voix contre, 156 et 53 abstentions.
Toujours en France et sur le même sujet, les fonctionnaires ont manifesté hier contre ce projet de loi refusé par les syndicats, suivant quelques réactions. On passe à un autre sujet, c'est en Israël. À l'approche de l'expiration du délai, le Premier ministre Benjamin Netanyahou peine à former son gouvernement. Un signe d'affaiblissement inhabituel pour celui qui triomphait encore au soir du scrutin du 9 avril. Au Japon, 2 personnes, dont une jeune écolière de 12 ans, ont été tuées hier près de Tokyo dans une attaque au couteau qui a également fait au moins 16 blessés au moment où une file d'enfants attendait leur bus scolaire. Selon les médias locaux, l'agresseur présumé, âgé d'une 50aine d'années, est également mort des suites des blessures qu'il s'est infligées. La jeune militante suédoise Greta Thunberg a appelé hier l'humanité à tout changer dans ses modes de vie et de production pour tenter de limiter les effets du changement climatique. Lors d'une conférence organisée à Vienne par l'acteur hollywoodien Arnold Schwarzenegger, nous devons tout changer, a déclaré l'adolescente, soulignant que le développement des véhicules électriques et des panneaux solaires ne devait pas faire croire que l'on peut résoudre la crise sans effort. La justice française s'est déclarée compétente hier pour trancher le litige autour de l'héritage de Johnny Hallyday qui déchire sa famille depuis plus d'1 an. Il s'agit d'une victoire importante pour les aînés Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, qui réclament depuis le début l'application du droit français pour régler la question de l'héritage de leur père, car ils estiment avoir été déshérités, ce qui est interdit en France. La fortune de Johnny Hallyday, gelée par la justice française, est estimée à plus de 24 millions d'euros, soit plus de 15 milliards 600 millions de francs CFA. Suivant quelques réactions. La tentative de Laetitia Hallyday et de ses conseils de faire échapper le règlement de cette succession à la juridiction française a manifestement échoué. Je ne vous cache pas ma stupéfaction, pour ne pas dire ma consternation, au vu de cette décision. Je constate que des éléments factuels, incontestables, ont été écartés au profit des arguments fallacieux développés par la partie adverse. Les craintes, elles sont sur 3 chapitres essentiels. Elles sont bien sûr sur le dialogue social, puisque le texte de loi prévoit moins d'instances et moins de dialogue social, moins de représentation pour les agents. C'est le recours accru au contrat qui nous inquiète énormément, puisque c'est plus de précarité pour les personnels, mais aussi une discontinuité des services publics qui seraient organisés. Et c'est bien sûr les possibilités d'externalisation, voire de privatisation d'un certain nombre de services. C'est une véritable remise. Un petit souci technique, voilà. Et c'est ainsi que nous mettons un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Merci Régis. Régis, on vous retrouve quand Qui n'a quand même pas respecté le temps. Demain. Sûr, demain. Une semaine pleine aujourd'hui. Sur ce demain, oui. Ouais, oui. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas eu de débat hier. Non, il n'y a pas eu RT1 reçoit hier. D'accord. Reporté à mardi prochain. Ok. Donc on fera le point jeudi prochain. Un point fidèle, comme d'habitude. Avec votre franchise légendaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La langue de bois a changé de camp, on dirait. Non. Ça, c'est une langue de fer. Il est 7h03, mesdames et messieurs. 4, ça, c'est selon par rapport à ce qui est inscrit en haut. Je sais pas. Je crois qu'on est synchrone. Oui, en direct. Merci, c'est Matin Bonheur. Je suis Alice Kokola en compagnie de Marcelin Govoy, avec qui on partira, bien sûr, pour notre thématique. Parce que nous sommes parents, vous êtes parents, vous connaissez des parents, vous êtes dans un giron familial. Survient le moment où on a nos enfants, ça peut être un garçon, une petite fille, une dame, l'adolescence aidant, et on commence à soupçonner certaines choses. D'où le thème que nous avons choisi aujourd'hui. Nous avons convoqué ce thème, adolescence et amour, mode d'emploi pour les parents. Toute une histoire. On se retrouve juste après ça.
L'amour durant la période de l'adolescence est une étape de découverte affective qui débouche souvent sur le physique. Chez l'adolescent, la relation amoureuse est une étape de la conquête de son autonomie. Si la jeune fille et le jeune homme vivent cela différemment, les parents, eux, ne suivent pas toujours de loin ces aventures. Quand ils sont au courant, la vigilance reste de mise. Si mon enfant ado tombe amoureux, en tant que parent, la première chose, c'est de conseiller cet enfant. Je suis un parent qui aime être en contact avec ses enfants. Qu'on se parle, en fait, comme on le dit chez nous, amène-moi ce monsieur, ou bien amène-moi cette demoiselle avec qui tu es tombé amoureux, pour qu'on puisse causer, discuter et s'en parler. Il faut prendre au sérieux une relation amoureuse entre ados parce que c'est une grande phase pour un adolescent. Il est dans un moment où il découvre tout de la vie. Donc, tomber amoureux, c'est une chose qu'il vient de rencontrer. Donc, si tu interdis à cet enfant-là d'avoir une relation amoureuse, devant toi, il va carrément dire qu'il n'y a pas de problème. Mais quand il sort, il sera obligé de se cacher à chaque fois pour avoir cette relation-là. Si mon enfant tombe amoureux à l'âge de l'adolescent, je lui donnerai des conseils. Le choc est souvent inévitable. Vouloir tout savoir sur tout, s'inquiéter, en effet, apprendre que son adolescent est amoureux ou amoureuse peut faire vivre toutes sortes d'expériences, pour la plupart douloureuses, dont on n'est pas sûr d'en sortir sans blessure morale. Il s'agit d'un des passages de l'enfance à l'adolescence qui implique un certain deuil. C'est pas normal qu'un adolescent ait une petite amie ou un petit ami. Parce que pour moi, il y a des risques auxquels ils s'exposent. Déjà, quand je parle de risques, je parle de grossesse indésirée, de maladies sexuellement transmissibles, d'avortement et toutes ces choses-là. J'ai ma fille qui est tombée amoureuse à 16 ans en France. Je ne vais pas réagir, je vais pas mal réagir puisque je suis passé par là moi-même. Je ne vais pas être inquiet. Ça ne les a pas empêchés de poursuivre leurs études en ce moment. Voilà, aujourd'hui elles ont plus de 23 ans, mais elles ont connu l'amour à 16 ans. Voilà, je suis satisfait de leurs résultats, donc il n'y a pas d'inconvénient. Un ado amoureux, je peux donner comme conseil de prendre ses études au sérieux. Prendre ses études au sérieux parce que l'amour, comme on le dit, c'est quelque chose qui ne finit pas. Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux, puisque l'adage même dit même qu'en amour, il n'y a pas d'âge. J'étais en classe de CM2 et j'ai connu mon petit ami et aujourd'hui, on est toujours ensemble. Les adolescents de nos jours rêvent au grand amour et les médias, réseaux sociaux, télé-réalité, etc. participent à leur donner l'illusion que cela existe. S'ils ne parlent pas précisément de sexualité, les parents doivent cependant donner des repères dans le domaine à l'adolescent. Et voilà, on a l'image là d'une maman entourée de ses enfants, sûrement qui leur donne des conseils concernant l'amour. Le docteur est avec nous. Docteur Laura, bonjour. Bonjour Alix. Alors, bienvenue. Attention, mesdames et messieurs, à vos calepins. On va noter. On va noter parce que tout le monde est concentré dans ce studio et même chez vous à la maison. Alors, adolescence et amour, mode d'emploi pour les parents. Moi, d'abord, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous entendez par mode d'emploi pour les parents? Eh bien, mode d'emploi pour les parents, c'est-à-dire que faire quand on est parent et qu'on est confronté à une situation où notre adolescent est amoureux. Déjà, il faut dire que l'adolescent... Quel genre d'amour? Quel genre d'adolescent d'abord? Parce que l'adolescent, déjà, c'est une personne qui a un profil assez particulier. L'adolescent, il est fragile. Il est perturbé, il est dépressif, il est subjectif parce qu'il est dans le plein déni de certaines réalités, la rupture avec l'autorité et le schéma familial. Donc c'est un individu qui est déjà fragilisé par ce passage qu'est l'adolescence, qui est vécu différemment avec plus ou moins d'intensité selon la personnalité, selon le cadre de vie, tout ça. Mais il faut dire que l'adolescent est un personnage vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, il va croiser l'amour, qui est un élan passionnel vers une autre personne. Alors, à ce niveau-là, docteur, comment ça se présente? Comment ça se présente à un adolescent qui est amoureux? Par quel signe? Par quel signe? Il y a beaucoup d'adolescents qui cachent leurs relations amoureuses, qui cachent leurs sentiments amoureux à leurs parents. Donc, c'est à nous, les parents, d'observer, d'être aussi à l'écoute. Parce que parfois, quand ils sont en souffrance, quand ils n'ont pas le retour attendu de la part de l'être aimé, l'adolescent peut entrer en souffrance. Et si on n'est pas à l'écoute de son enfant, cette souffrance-là peut nous paraître, peut passer inaperçue. Particulièrement en ce moment, ce sont les périodes d'examen. Donc si l'enfant affiche une mine assez bizarre,
on pourrait peut-être penser que c'est parce qu'il est débordé par les révisions, alors qu'il pourrait aussi s'agir d'un chagrin d'amour. Je viens à ma question. Vous avez dit quel genre d'adolescent. Moi, quel genre d'amour, d'où vient qu'on puisse avoir des sentiments comme ça alors qu'on doit être concentré sur ses études? Est-ce que lorsque ça survient, c'est un mini aveu d'échec pour la surveillance des parents? Ah bien, non, pas du tout. Moi, je veux savoir, c'est quel genre d'amour? Pas du tout. De toutes les façons, l'enfant, dès le bas âge, il commence déjà à ressentir des élans d'affection vis-à-vis de son entourage. Donc l'amour en tant que tel pour des personnes de sexe opposé ou étrangères à la famille, ce n'est pas seulement à l'adolescence que ça se déclenche. Vous verrez vos enfants de maternelle, 4 ans et demi, 5 ans, qui n'aiment pas par exemple telle marque de goûter, mais qui vont commencer à vous réclamer la marque de goûter qu'ils n'aiment pas habituellement. Si on creuse un peu, il y a de l'amour derrière. Quand vous allez demander à l'enfant, je pensais que tu n'aimais pas ce goûter, il va vous dire naïvement, c'est pour offrir à mon amoureuse. Donc l'amour commence bien avant l'adolescence. Seulement, à l'adolescence, nous avons affaire à des personnes qui sont déjà fertiles. Nous avons affaire à des personnes qui sont plus matures, qui sont plus informées aussi. Donc, qu'est-ce que l'enfant sait de l'amour? Et il ne faut pas se le cacher. Dans l'élan passionnel de l'amour, il y a un aspect sexuel qui est très important. Ah bon? Donc, l'enfant, s'il est dans cet élan d'amour qui n'est pas accompagné, peut commettre beaucoup d'erreurs. Donc, être à l'écoute, ne surtout pas interdire. Dans l'élément, nous avons vu un monsieur qui disait qu'il n'est pas normal qu'un adolescent tombe amoureux. Mais si l'adolescent ne tombe pas amoureux, à quel moment va-t-il faire ses armes? À quel moment va-t-il se construire? L'amour, le sentiment d'amour, le sentiment d'attirance fait partie de la croissance psycho-affective. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ait des élans affectifs. Les parents ne doivent pas paniquer lorsqu'on a... C'est normal. Il faut juste vous rappeler, en étant parent, il faut juste vous rappeler vos 15-18 ans. Tout le monde a été amoureux. On a eu tous un amoureux ou une amoureuse secrète. Parfois d'autres plus tôt que d'autres, mais bon. Voilà, donc le sentiment, je parle du sentiment. Il y a beaucoup d'amour qui ont été tus parce qu'on trouvait qu'on était trop jeune ou alors parce qu'on avait peur d'avouer ses sentiments à l'autre. Mais ce sentiment d'attirance vis-à-vis d'une autre personne, nous l'avons tous connu. Donc, en tant que parents, il faut juste nous remémorer comment nous nous sentions et comment nous vivions cette attirance-là dont nous ne pouvions pas parler autour de nous parce que c'était tabou. Donc, si on répercute le tabou à notre tour avec nos enfants, on risque de les laisser livrer à eux-mêmes dans la mesure où, de nos jours, l'information est accessible. Tous les enfants, ou presque, ont un téléphone portable. Ils ont accès à l'information rapide, à l'information sans limite via les réseaux sociaux, via le net. Donc, en tant que parent, autant anticiper pour ne pas que l'enfant soit effrayé par ce qui lui arrive. Il faut dédramatiser le fait que votre enfant tombe amoureux. Dédramatiser sans banaliser, parce que c'est très important. La façon dont ces premières relations amoureuses vont être dirigées ou accompagnées, encadrées par les parents, peut être déterminante pour l'époux ou l'épouse que votre enfant sera plus tard. Docteur, comment ça se passe? Déjà, il faut être au fait de ce que l'enfant est amoureux. Il faut s'intéresser à lui. Il faut s'intéresser à lui, lui demander où tu en es. Est-ce que tu as une amoureuse? Allez comme ça tout de suite, ça passe. Vous pensez qu'ils vont donner une réponse? On l'appelle, il vient, il s'assoit et on lui... Vous pensez qu'ils vont... Moi, mon enfant va me regarder pour dire oui? Mais non, en fait, ce qui se passe, il faut observer le langage corporel de l'enfant. Quand vous touchez à un point sensible, vous avez un body language qui parle à la place des mots. Donc, déjà, l'enfant va être déstabilisé, perturbé. Il va vous fuir du regard. Dans l'anatomie, c'est à quel ben, il vous fuit du regard, il peut baisser les yeux, avoir un sourire en coin et rester muet, comme honteux. Moi, j'ai une tactique, docteur. J'ai une tactique, c'est-à-dire, j'ai que des filles. J'ai l'avantage, j'ai la grâce d'avoir que des filles, j'imagine. Donc, et quand elles doivent aller se laver, au début, on ne se cache pas. C'est des habits devant papa, il n'y a pas de souci. Mais à un moment, quand elles commencent à se cacher, à attendre que papa sorte, du coup... Mon cerveau tourne, puis j'imagine mais ça veut dire qu'est-ce qu'elles cachent? Ça veut dire qu'elles ont juste conscience que leur corps a changé. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. C'est le même papa qui t'a lavé quand tu étais petite? Oui, c'est le même papa, mais maintenant, on commence à m'apprécier pour ma plastique. Donc, si on m'apprécie pour ma plastique, ça veut dire que mon corps a changé et que j'en suis consciente. Ça ne veut pas forcément dire que l'enfant
est passé à l'acte, mais ça veut dire que l'enfant a pris conscience qu'il a des éléments corporels qui peuvent être des éléments de séduction. Donc comme c'est tabou, on va être pudique et couvrir son corps, mais derrière ça, il faut interroger l'enfant sur qu'est-ce qu'il fait de ce corps, qu'est-ce qu'il pense de ce corps et comment il perçoit ce corps dans tous les espaces qu'il traverse. D'accord. Docteur, là, on parle d'adolescence et amour. Oui. Le cas qu'on est en train d'essayer de dépeindre, là, c'est quand l'adolescence, l'amour se passe entre adolescents. Oui. Il arrive qu'avec l'évolution des choses, il y a des adultes qui redescendent, qui vont draguer des adolescents et tout ça peut aussi biaiser leur initiation. Sûr, bien sûr, ça c'est un phénomène malheureusement qui est assez répandu, que les adolescentes ou les adolescents aient des relations amoureuses avec des personnes âgées. Donc là, il y a un problème derrière. Qu'est-ce que l'adolescent ou l'adolescente cherche en allant vers une personne qui pourrait avoir l'âge de ses parents? Parfois, ça peut être le manque affectif à la maison qui pousse l'enfant à rechercher un parent de substitution. Ça peut être aussi la précarité qui pousse l'enfant à trouver la solution financière ou matérielle à ses problèmes en se donnant à une personne qui a les moyens. Ça peut être aussi le suivisme. On plaît à une personne, cette personne n'a pas l'air mal, ou on a aussi dans le cadre scolaire les notes sexuellement transmissibles. On n'a pas envie de faire trop d'efforts pour étudier. On se dit, voici une voie royale pour avoir des bonnes notes. Je vais avec mon professeur et j'ai les bonnes notes. Donc, il y a beaucoup d'aspects psychologiques derrière cela. Et chaque cas étant unique, la solution, c'est d'être à l'écoute de nos enfants et de les interroger. Il ne faut pas avoir honte. Des fois, on a honte d'aborder un sujet. Nous, parents, on est gênés d'aborder un sujet devant nos enfants, mais il faut prendre sur soi. Si on ne franchit pas ce cap-là, ce n'est pas les enfants qui viendront vers nous. Certains enfants le font parce qu'ils sont extravertis, ils ont un bon feeling avec la communication, mais malheureusement, d'autres enfants ont des complexes. Par exemple, des enfants qui sont en surpoids vont avoir des complexes. Des enfants qui sont trop chétifs aussi vont avoir des complexes parce qu'ils seront moqués par leurs camarades adolescents qui ont pris plus de muscles avant eux. Donc, il y a beaucoup de problèmes comme ça sur la perception de soi qui vont avoir une incidence sur la perception de l'amour et sur le sentiment amoureux que l'adolescent va vivre. Docteur, dans ce moment très important pour les adolescents, là, c'est ce qu'on a dit, hein, c'est ce qui construit leur perception de l'amour. C'est à partir de ce moment-là, on sait beaucoup de choses sur ce qui va venir. Mais est-ce que les parents ne doivent pas faire attention également à l'environnement? Il y a deux mots qui tuent et qui gâchent, hein, qui biaisent l'entendement, l'amour, l'entendement des enfants, c'est les effets de groupe et puis le téléphone portable. Tout à fait. Ben, écoutez, le téléphone portable, il faut accompagner l'enfant dans l'utilisation du téléphone portable. Et je reviens là-dessus, beaucoup échanger. Demander qu'est-ce que l'enfant sait de l'amour, qu'est-ce que l'enfant sait de la sexualité. C'est deux aspects différents. Parce qu'avec Internet, il a accès à tout. Il a accès à tout, mais est-ce que ça l'intéresse? Qu'est-ce qu'il sait? Donc, en discutant avec les enfants, sans trop formaliser les échanges, par exemple, prendre tout comme prétexte. S'il y a une publicité, par exemple, sur les préservatifs que vous voyez, déjà, voir si l'enfant connaît l'usage des préservatifs. Parce qu'il y a un petit garçon, on me racontait qu'un petit garçon demandait à sa maman une protection hygiénique parce qu'il avait vu à la télévision qu'on disait « plus c'est petit, mieux ça vaut ». Donc, on peut l'emporter partout. Donc, lui, il avait peut-être pensé à un goûter ou à une barre chocolatée, alors que c'était un tampon hygiénique. Donc, il faut demander à l'enfant qu'est-ce qu'il sait, comment on l'utilise d'après lui, et sensibiliser sur les maladies, parce qu'il y a beaucoup de maladies aussi de nos jours. Donc, la sexualité de l'enfant doit être accompagnée pour le préserver de certaines maladies et des grossesses aussi précoces. À ce niveau-là, docteur, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut accepter que l'enfant va passer éventuellement à l'acte. Hélas, il faut l'accepter. L'effet de groupe, on n'avait pas fini. Il faut l'accepter parce que l'effet de groupe intervient comment? L'enfant est dans un groupe qui est un groupe de pairs, c'est-à-dire l'enfant s'identifie à ses camarades. Et dans le groupe, il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Donc dans le groupe, si ce sont des filles par exemple, il y en a une qui va dire « moi, je suis déjà passée au bisou sur la bouche avec la langue ». Il y en a une qui va dire « non, moi, on ne m'a jamais embrassé ». Il y en a une qui va dire « moi, on m'a peloté ». Il y en a une qui va dire « moi, on m'a fait ceci, cela ». Donc il y a différents niveaux de découverte de la sexualité dans le groupe d'amis de vos enfants. Et en échangeant comme ça, ils vont revenir à leur téléphone portable
à Internet pour voir qu'est-ce qu'on en dit. Avec des forfaits de plus en plus... Il faut faire des déjeuners d'échange. Il cause de ça, il parle beaucoup de ça. Les forfaits de 0 à 6 heures du matin, ça fait du mal des fois à nos enfants. Donc, ils vont parler de ça. Et votre enfant va se questionner sur son positionnement par rapport aux autres. Qu'est-ce que je fais? Moi, on ne m'a jamais embrassé ou on m'a déjà embrassé. Est-ce que je suis en retard? C'est là où intervient la force mentale de l'enfant. Absolument. Parce que si l'effet de groupe fait qu'il n'est pas maître de ses choix, alors il est encore plus fragile. Donc, l'outil que nous pouvons donner à notre enfant, c'est d'utiliser son libre arbitre. Donc, de l'accompagner dans les raisonnements en mettant, par exemple, des cas de figure. Si, dans un cas, par exemple, un garçon te plaît et qu'il est dans ta classe, comment tu réagirais s'il te dit qu'il te plaît? C'est vrai qu'au début, cette question désarçonne les adolescents parce que ce sont des questions qu'ils n'ont pas envie d'aborder avec les parents. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que les parents sont vieux jeux, parce qu'ils trouvent rares sont les adolescents qui admirent le schéma amoureux des adultes qui sont autour d'eux. Il y en a, mais c'est très rare. La plupart des adolescents, étant donné qu'ils remettent tout en cause, ils remettent aussi les schémas amoureux de leurs parents en cause. Donc, docteur, à ce niveau-là, j'ai envie de vous arrêter pour vous dire que c'est normal. L'adolescence, c'est rébellion. Hein. L'adolescence, on ne va jamais... C'est le déni. Voilà, c'est le déni, c'est toujours comme ça. Donc, on doit intégrer ça en tant que... Enfin, les parents doivent intégrer ça et solidifier le libre arbitre, là, déjà depuis la maternelle. Tout à fait. Par exemple, des fois, les parents, quand ils veulent mettre leurs enfants en garde contre des problèmes liés à la relation amoureuse, c'est souvent que les enfants leur renvoient à la figure leurs propres échecs ou ce qu'ils considèrent comme n'étant pas des modèles à copier dans leur relation amoureuse de parents. Donc, les adolescents, ils ont la répartie facile, ils ont la critique facile, ils ont la condamnation facile. Donc, du coup, tout ce que vous allez faire pour les accompagner, il ne faudrait pas qu'ils sentent un jugement de valeur. Si l'adolescent sent que vous avez un jugement de valeur par rapport à la personne dont elle est amoureuse, eh bien, l'adolescent va se refermer. Attention à la fugue. Justement, par rapport Attention à la personne dont elle est amoureuse, il faut pouvoir aussi déceler le profil de la personne. Parce que l'enfant ne voit pas avec vos yeux. Donc, vous voyez avec vos yeux de parents en voyant loin. Est-ce que cet enfant-là n'est pas sorti du circuit scolaire? Est-ce qu'il n'est pas en marge de la société? Est-ce que ce n'est pas un marginal en devenir? L'enfant ne voit pas tout ça. L'enfant voit, quand il me regarde, je me sens princesse. Quelle que soit son apparence, quelles que soient ses origines. Alors, la question qui fâche, docteur, avant que l'émission finisse, parce qu'il nous reste 3 minutes. Est-ce que ça fait plus mal selon qu'on est papa ou maman? Oh, chaque parent... Ou bien papa d'un homme, d'un garçon, ou bien papa d'une fille, ou bien maman d'un garçon, maman d'une fille. Ça s'équilibre, moi, je pense. Oui, chaque parent a ses aspirations pour son enfant, mais ce qu'il faut dire, c'est que chaque parent espère le meilleur pour son enfant. Malheureusement, votre meilleur n'est pas perçu comme meilleur par votre enfant. Et c'est là la difficulté, c'est là le dilemme. Parce que quand vous allez dire à votre enfant, qu'est-ce que tu trouves à ce garçon ou à cette fille, il va vous dire, tu ne peux pas comprendre. Dans le style, tu es trop vieux pour comprendre, tu ne connais pas le vrai amour. Parce que quand vient le premier goumet dans l'adolescence, comment on doit gérer ça? Ah oui, parce que ça intervient très rapidement. Goumet, il ne faut surtout pas aller avec des phrases du style « je t'avais prévenu, pourquoi tu l'as suivi, c'est bien fait pour toi ». Non, il faut ouvrir vos bras à l'enfant pour qu'il se sente consolé et pour qu'il s'ouvre à vous. Si vous y allez avec la condamnation, les reproches, les réprimandes, l'enfant sera encore plus secret avec vous et il va plus se tourner vers son groupe d'amis qui vont l'orienter. Les amis vont l'orienter. La porte ouverte à d'autres choses. Exactement, parce que les amis eux-mêmes ont besoin d'orientation. Donc, c'est comme si des personnes inexpérimentées se conseillaient les unes les autres. C'est pour cela que le parent doit toujours maintenir le fil avec son enfant, quel que soit le type de relation amoureuse qu'il a, quel que soit le type d'intimité qu'il a, et parler de prévention à nos enfants. Il y a des parents qui vont mettre leurs enfants sous contraceptif. C'est déjà un pas, mais la contraception... Il y a les visites aussi chez les gynécologues chaque mois. Voilà, la contraception... Il faut privilégier la protection. Il faut privilégier la protection et l'autoconfiance. Il faut dire à l'enfant, tu es responsable. Mais il faut le responsabiliser. Il faut le responsabiliser. Tu n'es pas obligé de faire. Voilà, il faut le responsabiliser et lui dire qu'il a le temps pour tout faire, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'il se dévalue en faisant comme les autres pour faire comme les autres. Il faut qu'il le fasse quand il pense que c'est vraiment la bonne personne. Docteur, les relations sexuelles sont de plus en plus précoces, selon certaines études. Alors, ça, c'est parce que même à 12 ans, on a vu le docteur, le gynécologue qui a dit qu'il a une dame enceinte, une femme enceinte à 12 ans.
une adolescente. Donc, par rapport à ça aussi, vraiment, est-ce qu'on ne doit pas leur dire concrètement les études d'abord? Il y a des valeurs à distiller avec des vertus. Tous les parents disent des avec... études d'abord, mais sur le terrain, l'appel du corps est différent. C'est un élan passionnel. C'est pas faux. C'est un élan passionnel. Donc, il faut pour cela assainir le cadre. Il y a des familles où les gens se promènent presque nus, les uns les autres, en bout de pagne. La maman est dans la maison avec le soutif dehors ou le sein dehors parce qu'elle est chez elle. Donc, il faut avoir une autre approche du corps, respecter son corps, présenter son corps, le préserver aussi. Respecter son corps pour mieux préserver son cœur. aussi, tout à fait, ça c'est bien dit. Et préserver aussi l'enfant en lui disant c'est normal ce qui lui arrive parce qu'il va avoir des angoisses liées à ce sentiment qui n'est pas partagé. Pourquoi j'ai un élan vers une personne qui a l'air d'être indifférente à mes sentiments? Ça peut rendre l'enfant très malheureux et le sortir même du cadre de l'école parce qu'il ne sera plus réceptif à tout ce qui se dit à l'école. Et échanger entre parents en tant dès que lors. parents, tout à fait, échanger des expériences, mais sans mettre l'enfant au fauteuil blanc. Parce que si vous mettez l'enfant au fauteuil blanc devant vos amis, il va se sentir trahi et il ne sera pas content de partager avec vous. 7h25, c'est ici qu'on s'arrête, mesdames et messieurs, pour aujourd'hui, avec bien sûr la dextérité, la réalisation de M. Jacques Brou et de toute son équipe là-haut. Merci d'être resté en notre compagnie. Vive la famille.